La pluie tombait à verse devant la vieille maison de campagne, tambourinant contre le toit comme si elle voulait me mettre en garde. J'y suis restée sur le perron, trempée jusqu'aux os, le froid mordant ma robe d'anniversaire, celle de mes 24 ans. Pour être exact, j'aurais dû faire demi-tour dès que j'ai vu les bras de ma mère croisés à travers le vitrail, ses yeux comme des couteaux. Mais je m'étais accrochée à l'espoir. Je l'ai toujours fait. Le genre d'espoir désespéré, naïf, que seules les filles recherchent encore auprès de parents qui ne les ont jamais vraiment vus. J'ai quand même frappé. La porte s'est ouverte dans un grincement sec, et ils étaient là, mon père, le visage de pierre dans son gilet affaibli, et ma mère derrière lui, raide comme toujours. Ses lèvres étaient si serrées qu'on aurait dit qu'en souriant, elle allait se fissurer le visage. Mon père a marmonné. Tu as du culot de te pointer ici. Pas de joyeux anniversaire. Pas d'accolade. Juste de la glace. Je voulais juste voir tout le monde, ai-je dit, la voix tremblante mais ferme. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, nous pourrions partager un dîner, comme nous le faisions quand. N'en fais pas une histoire d'amour, Evelyne, m'a dit ma mère. Tu as choisi de gâcher ta vie. Nous t'avons dit que si tu passais cette porte avec tes rêves pathétiques et les vieux outils de ton grand-père, tu serais dehors pour de bon. Elle poursuit toujours son fantasme de bricoleuse, dit mon père en riant sèchement, réparant les toilettes des gens et appelant cela un but. J'ai ravalé la douleur, redressé la colonne vertébrale. Je ne suis pas venue pour me battre. C'est mon anniversaire. Et nous avons honte, a-t-il craché en se rapprochant. Tu fais honte à cette famille. Puis c'est arrivé. Le moment qui s'est gravé au plus profond de ma mémoire. Ma mère a pointé la porte du doigt comme si j'étais un animal errant. Sors d'ici. Tu n'es pas le bienvenu ici. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. Je suis restée là pendant de longues secondes, l'eau froide dégoulinant de mes manches, l'âme lourde, jusqu'à ce qu'une voix grave et profonde vienne trancher la tension. Alors peut-être, dit-elle du fond du couloir, que tu devrais connaître la vérité. Tous les regards se sont tournés. Mon grand-père. Il se tenait debout, une canne dans une main, un dossier tremblant dans l'autre. Ses cheveux argentés n'étaient pas peignés, son visage était tiré mais brûlait d'un feu que je n'avais pas vu depuis des années. Et lorsqu'il s'est avancé, oui, il s'est avancé, il n'a pas boité, le silence a été assourdissant. Vous pensez connaître la honte, dit-il, la voix dure comme le fer. Toi aussi. Tu en connaîtrais le poids si elle t'écrasait. Papa, ce n'est pas le moment, a commencé ma mère. Non, a-t-il répondu en levant la main. C'est exactement le moment. Parce que j'ai élevé Evelyne quand tu étais trop occupée à assister à des cocktails et à des déjeuners de conseil d'administration. Je lui ai appris ce que signifie le vrai travail. Je l'ai vu porter le nom de cette famille avec plus de dignité que vous ne l'avez jamais fait. Et elle m'a tendu le dossier. Ouvrez-le, a-t-il dit. Mes doigts ont tremblé lorsque je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient des photos jaunies, un acte de naissance avec des signatures inconnues et une lettre. Datée d'une 20aine d'années. J'ai eu le souffle coupé. Mon cœur battait la chamade, comme s'il voulait s'échapper de ma poitrine. Tu n'es pas leur honte, Evelyne, dit grand-père. Ses yeux s'adoucissant tandis qu'il pose une main sur mon épaule. Tu es leur salut. Mais ils ont passé trop de temps enterrés dans leur ego pour le voir. La vérité s'est répandue dans la pièce comme un feu soudain. Mon père n'était pas mon père biologique. Et ma mère. Elle avait caché le fait que j'avais été adoptée, non pas à des étrangers, mais à sa propre sœur. Sa sœur aînée. Ma mère biologique, qui était morte subitement et dont la fille avait été recueillie discrètement par un couple désireux de paraître noble aux yeux de la société. Je n'étais pas seulement une enfant oubliée. J'étais un secret. Un secret dont il prévoyait de se débarrasser dès que je cesserais d'être utile. À ce moment-là, alors que la pluie redoublait d'intensité et que la maison se remplissait de halètements et d'un silence tremblant. La pièce entière a basculé. Je n'étais plus la même fille qui avait frappé à la porte. Et ils n'étaient pas les dieux intouchables que je craignais auparavant. Le dossier tremblait dans mes mains, non plus à cause du froid, mais à cause de quelque chose de plus profond. La rage, le chagrin, la confusion se mêlaient à une pression dans ma poitrine qui m'empêchait de respirer. Je clignai rapidement des yeux, essayant d'assimiler ce que je venais de lire. Le nom de ma vraie mère. Son écriture. Une photo d'elle me tenant dans ses bras.
Âgée d'accent grave peine quelques mois, elle souriait comme si le soleil était à elle. J'ai levé les yeux et toute la pièce est devenue silencieuse. Pour une fois, mon père n'avait pas de quoi se moquer. Ma mère avait l'air d'avoir vu un fantôme. Tu l'as gardée secrète, a encore demandé mon grand-père, dont la voix tremblait de fureur. Tu m'as dit que tu l'élèverais comme ta propre fille. Au lieu de cela, tu as enterré son passé comme s'il s'agissait d'un déchet et tu as rempli sa tête de honte. Papa, c'était il y a des décennies, chuchote ma mère en serrant ses bras autour d'elle. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux. Pour qui s'est-il emporté? Pour toi? Ou pour votre réputation irréprochable? Mon père s'est enfin avancé, secouant la tête. Cette femme, sa mère, était imprudente, irresponsable. Tu te souviens comment elle vivait? Toujours en train de sauter d'une ville à l'autre, de tomber sur des musiciens mauvais payeurs. Nous ne voulions pas qu'Evelyne grandisse dans ce chaos. Vous voulez dire que vous ne vouliez pas qu'elle ruine votre image immaculée, dit mon grand-père, la voix basse maintenant, mortellement calme. Vous l'avez recueillie pour pouvoir la contrôler. Pas pour l'aimer. Ma poitrine se resserra. Tout ce qu'on me reprochait, d'être différente, d'être têtue, de ne jamais m'intégrer. Ce n'était pas parce que j'avais failli à mes devoirs envers toi. C'était parce que je ne t'appartenais pas. Le silence disait tout. J'ai fait un pas en arrière, serrant le dossier contre ma poitrine comme une armure. J'ai levé les yeux vers toi. Murmurai-je en fixant ma mère. Même quand tu insultais mes vêtements. Mes rêves. Même quand tu roulais des yeux chaque fois que je réparais quelque chose avec mes mains et que tu me traitais d'apprenti concierge. Je voulais toujours ton approbation. Tu as toujours été ingrate, a marmonné mon père. Tu remettais toujours tout en question. Non, dis-je plus fort. J'ai toujours survécu. Ma voix s'est brisée, mais je ne me suis pas laissé abattre. Cette petite fille que tu as élevée comme un accessoire, comme un cas de charité, elle est partie. J'en ai fini de te supplier de me voir. Et pour ce que ça vaut. Aujourd'hui. C'est la dernière fois que je frappe à cette porte. Je me suis tourné vers les escaliers. Mes bottes laissaient des traces humides sur le parquet. Attends. Dis doucement grand-père. Tu ne pars pas seul. Je me suis retourné. Il était déjà en train d'enfiler son manteau, se débattant légèrement avec ses manches, mais refusant toute aide. Tu crois que je vais rester sous ce toit une nuit de plus après ça? J'aurais dû partir il y a des années. Mais j'attendais ce moment. Je t'attendais. Le visage de ma mère se tordit d'incrédulité. Tu quitterais la maison de ta propre fille pour elle? Grand-père se tourne vers elle. Les yeux lourds de déception. J'ai élevé Evelyne avec plus d'amour que tu ne m'as jamais laissé te montrer. Mon cœur s'est fendu en deux. Je ne m'attendais pas à cela, à sa loyauté, à sa chaleur. Dans mes heures les plus sombres, il m'a choisi. Non pas parce que j'étais une victime, mais parce que j'étais enfin libre. Viens. Dit-il en faisant un geste vers la porte. Faisons de cet anniversaire un souvenir inoubliable. C'est ainsi que nous sommes sortis sous la pluie. Non pas comme deux parias, mais comme une famille. Nous avons roulé en silence pendant un moment. Le seul bruit était celui de la pluie sur le toit et le soupir occasionnel de grand-père. Il ne m'a pas demandé si j'allais bien. Il le savait mieux que moi. Au lieu de cela, il s'est approché et a allumé le vieux chauffage de son camion déglingué. Tu sais, a-t-il fini par dire. Ta mère, ta vraie mère, n'était pas parfaite. Mais elle était gentille. Sauvage, oui. Mais elle avait une lumière en elle qui attirait les gens. Vous avez cette même lumière, Evelyne. Alors pourquoi me l'ont-ils cachée? Murmurai-je. Pourquoi ont-ils agi comme si j'étais une chose dont il fallait avoir honte? Il a serré le testament plus fort. Parce que les gens n'aiment pas ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Tais-toi. Tu es la fille de ta mère dans tous les sens du terme. J'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de la ville passaient comme des étoiles qui s'éteignent. Comment était-elle? J'ai demandé. Et elle a souri doucement. Elle dansait pieds nus dans la cuisine, réparait elle-même sa voiture, chantait des berceuses même quand personne ne l'écoutait. Elle était courageuse dans un monde qui détestait les femmes courageuses. J'ai fermé les yeux et je me suis accroché à cette image. Une version de moi-même dont je n'avais jamais su qu'elle était possible jusqu'à présent. Nous nous sommes arrêtés dans son cottage, juste à l'extérieur de la ville. Rien d'extraordinaire, mais il sentait le pain et la chaleur, et tout ce qui m'avait manqué dans mon enfance. Sur la table se trouvaient 2 boîtes emballées.
J'ai attendu toute la journée pour te les donner, dit grand-père. Tu savais que je viendrais? Demandait Dash. Elle a haussé les épaules en riant. Je m'en doutais. L'entêtement est de famille. Je les ai ouvertes une à une. Le premier était un ensemble de vieux outils de charpentier. Polis. Restaurés. Brillants comme de l'or. Ils appartenaient à ta mère, a-t-il dit. Elle voulait que tu les aies un jour. La deuxième boîte contenait quelque chose d'encore plus choquant. Un épais carnet relié en cuir. De l'encre bleue gribouillée à chaque page. Son journal. J'ai passé mes doigts sur la couverture. Je pense, dit doucement grand-père, qu'il est temps que tu te souviennes de qui tu es. Et pour la première fois depuis des années, c'est ce que j'ai fait. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Non pas parce que je ne pouvais pas, mais parce que je ne voulais pas. Je me suis assise sur le sol du bureau de mon grand-père, pelotonnée sous une couverture de laine, le journal reposant sur mes genoux comme un battement de cœur du passé. Chaque page semblait être sa voix. Comme si je pouvais entendre son rire entre les lignes. Elle écrivait sur moi, sur le fait qu'elle m'avait appelée Evelyne parce que cela signifiait la vie. À quel point elle avait eu peur, mais à quel point elle voulait désespérément que je grandisse libre. Courageuse. Inébranlable. Si jamais elle lit ceci, peut-on lire sur une page, je veux qu'elle sache qu'elle n'a jamais été une erreur. Elle était mon début. Ma raison. J'ai serré le livre contre ma poitrine et j'ai laissé les larmes couler librement. Non pas de tristesse, mais d'une chaleur étrange et inconnue qui enveloppait mon âme comme un souvenir dont je ne savais pas qu'il m'avait manqué. Dans ces pages, j'ai vu la femme que je devais être. Pas une erreur. Pas un fardeau. Pas une honte. Mais un héritage. Le lendemain matin, la lumière du soleil se déversait par les fenêtres, peignant les murs en or. Grand-père était déjà dans la cuisine, en train de faire frire des œufs et de fredonner un vieil AIR. Il m'a tendu une tasse de café avant que je puisse dire un mot. Tu l'as lu, hein, a-t-il demandé, un sourire se dessinant sur ses lèvres. J'ai hoché la tête en saisissant la tasse. Elle m'aimait. Elle m'aimait vraiment. Il s'est appuyé sur le comptoir, les yeux humides mais fiers. C'est vrai. Et tu as le même feu. Tu as juste oublié comment le laisser brûler. J'ai regardé mes mains, rugueuses à force de travailler, de construire, de réparer, de créer. Je veux faire quelque chose de tout cela, ai-je dit doucement. Ne pas me contenter de survivre. Plus maintenant. Je veux construire quelque chose. Quelque chose de bien. Pour elle. Pour moi. Grand-père sourit. Alors, commençons aujourd'hui. Au cours des semaines suivantes, quelque chose a changé en moi. J'ai recommencé à travailler avec grand-père dans son ancien atelier de réparation. Le même atelier où j'avais balayé les sols quand j'étais enfant. Où j'avais appris à changer un carburateur avant même d'avoir mon permis de conduire. Mais maintenant, je ne me contentais pas de réparer des tuyaux qui fuient ou de changer des pneus. Je dessinais des plans. Je dessinais des plans. Je concevais quelque chose de plus grand. J'ai déversé chaque once de douleur, de force et de vérité dans une vision. Un espace communautaire où les jeunes femmes pourraient apprendre des métiers. La menuiserie. La mécanique. La plomberie. La soudure. Des compétences réelles. Des compétences réelles et tangibles. Pour toutes les filles à qui l'on a dit qu'elles n'étaient pas assez nombreuses. Pour toutes les filles dont les rêves ont été rabaissés et enterrés sous la honte familiale. Je l'ai appelé l'atelier de la vie. Grand-père m'a soutenu jusqu'au bout. Il a même hypothéqué son camion pour m'aider à acheter des outils et du matériel. Et d'autres ont suivi. L'instituteur à la retraite du quartier a proposé d'enseigner les mathématiques. Un soudeur qui travaillait avec ma mère s'est présenté un après-midi avec 3 boîtes de ferraille et a dit: j'ai entendu parler de ce que vous faites. Je suis partant. Ce n'était pas facile. Nous avons travaillé tard le soir. On réparait des choses à la lumière des bougies quand il y avait des coupures de courant. Et nous avons mangé beaucoup de sandwichs au beurre de cacahuètes. Mais c'était réel. C'était le mien. Et ça marchait. Jusqu'à ce qu'un matin, je les revois. Mes parents. J'étais dehors, en train de poser des briques avec mes mains quand leur voiture est arrivée. Élégante. Argentée. Trop propre pour cette route poussiéreuse. Ils sont sortis comme s'ils allaient au tribunal. Raides.
Répétitif. Sur leur garde. Je n'ai pas bronché. Je ne me suis pas levé. J'ai continué à empiler des briques. Evelyne, dit ma mère, les bras croisés. Nous avons entendu parler de ton projet. Mon père se racle la gorge. On nous a dit que tu utilisais ton nom de famille dans le registre de la ville. Fondation Evelyne Langford pour les femmes de métier. Est-ce vrai? J'ai levé les yeux. Lentement et calmement. Oui. C'est mon nom légal, après tout. Ce nom signifie quelque chose dans cette ville, a-t-il craqué. C'est vrai, ai-je dit en essuyant la sueur de mon front. Et je lui donne une nouvelle signification. Ils m'ont tous les deux regardé, comme si je venais de les gifler. Ce n'est pas pour cela que nous t'avons élevé, dit ma mère, la voix tremblante. Tu t'alignes sur les mécaniciens et les ouvriers. Et pourtant, je suis là. J'ai répondu. Je construis quelque chose qui aide vraiment les gens. Ils sont restés silencieux. Incertains de ce qu'ils devaient dire. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne inconfortable. Je me suis alors levée, j'ai épousseté mon jean et je me suis approchée de. Vous aviez une fille qui aurait porté votre nom avec fierté. Mais vous étiez trop occupée à être gênée par ce qui la rendait forte. J'ai reculé. Vous n'avez pas besoin de soutenir cela. Vous devez juste vous écarter du chemin. Alors qu'il s'apprêtait à partir, grand-père s'est approché de moi et m'a posé une main sur l'épaule. Tu crois qu'ils le verront un jour? Demandai-je. Il a souri doucement. Peut-être. Mais d'ici là, ça n'aura plus d'importance. Parce que j'en avais fini de vivre pour leur approbation. J'avais ma propre lumière maintenant. Et elle ne faisait que s'éclairer. Le moment où tout a changé n'est pas arrivé avec des trompettes ou une ovation. Il est venu d'une fenêtre fissurée, d'un générateur têtu et d'une petite fille nommée Lily, qui m'a regardé lui scier un pied de chaise cassé comme si c'était de la magie. Elle avait 8 ans, elle était courageuse et silencieuse. Sa mère avait 3 emplois et n'avait toujours pas les moyens de se payer une bonne garderie. Alors Lily nous suivait et s'asseyait dans un coin pendant que nous travaillions. Un jour, elle a tiré sur ma manche. Mademoiselle Evelyne, murmura-t-elle, les filles réparent-elles aussi des choses? Je me suis agenouillée devant elle, je lui ai tendu la clé à molette et je lui ai dit que les filles réparaient tout. Elle m'a souri d'un sourire béant qui m'a coupé l'herbe sous le pied. Et la même semaine, Lily nous a aidés à repeindre le panneau d'entrée de l'atelier de vie avec son écriture tordue. Et cette photo, Lily souriante et sa salopette éclaboussée de peinture, s'est retrouvée sur le bureau d'un journaliste local. L'histoire a d'abord été publiée dans le journal local. Une ancienne fille reniée a construit un centre de compétences pour les filles oubliées. Le titre a piqué, mais la vérité a sonné plus fort. À la fin du mois, l'article était devenu viral, partagé par des influenceurs, repris par des blogs de la ville et même mentionné dans un talk show matinal. Mais ce qu'aucun d'entre eux n'a vu, c'est le nombre de mains qu'il a fallu en coulisses. Le grand-père qui reste tard pour vérifier les lignes électriques. Le soudeur âgé qui apprend aux adolescentes à faire jaillir l'étincelle de l'acier avec des mains tremblantes. Les enfants balayant la sciure de bois après chaque cours comme s'il s'agissait de poussière d'or. Un matin, un SUV noir et élégant s'est arrêté sur le parking. Une femme d'une 50aine d'années en est sortie, perle, blazer pressé, une puissance tranquille dans les yeux. Êtes-vous Evelyne Langford, demanda-t-elle, d'une voix calme mais curieuse. J'y suis, elle sourit faiblement. Je m'appelle Nadine Wallace. J'y fais partie d'une fondation privée qui finance des initiatives qui comptent vraiment. Puis-je entrer? Je lui ai fait la visite complète, rien de poli, rien de mis en scène. Juste de vraies personnes? De la vraie sueur et un calendrier rempli de noms et d'espoir. À la fin de la visite, elle s'est tournée vers moi et m'a dit, voilà ce que le monde devrait financer. En quelques semaines, nous avons obtenu des subventions, des équipements, un nouveau toit, de l'électricité qui ne s'éteint pas lorsque le grille-pain est allumé. Mais plus que cette reconnaissance, le conseil municipal a décerné à l'atelier de vie une citation relative à l'impact sur la communauté. Nous avons fait l'objet d'une séquence télévisée juste avant le journal du soir. Je n'oublierai jamais le moment où la caméra a fait un panoramique dans la pièce, sur le visage fier de grand-père, et où le journaliste m'a demandé ce qui m'avait poussé à commencer tout cela. Je n'ai pas scié. On m'a jeté hors de chez moi le jour de mon anniversaire. On m'a dit que j'apportais la honte. Mais la vérité, c'est que la honte ne vient pas de là où vous commencez. Elle vient de l'oubli de qui vous êtes. Et je n'ai jamais oublié. Ce soir-là,
Alors que j'étais assise sous le porche à côté de grand-père, une voiture familière est arrivée. Mes parents sont sortis lentement, comme si la terre s'était déplacée sous eux et qu'ils ne savaient plus où était leur place. Mon père s'est raclé la gorge. Nous avons vu les nouvelles. Je n'ai pas bougé. J'ai pensé que vous l'aviez fait. Ma mère avait l'air plus fragile que jamais. Ton nom, il est partout maintenant. Je n'ai pas fait ça pour le nom, ai-je dit à voix basse. Je l'ai fait pour les filles qui n'en ont pas vu. Silence. Puis grand-père s'est levé, s'est approché d'elle et leur a remis le dossier original, celui de cette nuit-là, dans les mains. Lisez-le, a-t-il dit. Chaque mot. Vous lui devez bien ça. Il se tenait sous la lumière du porche, feuilletant des pages qu'ils avaient évitées pendant des décennies. Je n'ai pas regardé. Je n'en avais pas besoin. Enfin, mon père a parlé. Pas avec colère. Pas avec fierté. Avec regret. Je suis désolé. C'était silencieux. Maladroit. À moitié formé. Mais c'était vrai. J'ai acquiescé lentement. Je ne suis pas la fille qui est venue à ta porte cette nuit-là. Je suis plus forte maintenant. Et je te pardonne, mais je n'ai plus besoin que tu m'approuves. Les larmes ont coulé dans les yeux de ma mère. Elle s'est avancée, a fouillé dans son sac et m'a tendu quelque chose. Une photo. Ma mère naturelle. Plus jeune. Plus jeune, plus heureuse. Me tenant dans ses bras sur une plage. Je ne m'en souvenais pas. Nous l'avons gardée, a-t-elle dit. Toutes ces années. Nous ne savions pas pourquoi. J'ai pris la photo délicatement. Et pour la première fois, je les ai vus comme des personnes pleines de défauts, imparfaits, perdus à leur manière. Je ne les ai pas invités à entrer. Pas encore. Mais je ne les ai pas repoussés non plus. Parce que la croissance n'est pas une question de vengeance. Il s'agissait de savoir quand ouvrir la porte. Même si vous ne l'avez jamais franchie. Les semaines ont passé. L'atelier était en plein essor. Les rires, le cran, la sueur de bois et les deuxièmes chances emplissaient l'air. Un matin, j'ai reçu un appel d'un avocat. Il m'a dit, « Êtes-vous Evelyn Langford ? Cela fait des semaines que j'essaie de vous joindre. Votre mère biologique a laissé une fiducie. Et elle n'a jamais été réclamée. » Mon cœur s'est arrêté. Une fiducie. Il a continué, elle a mis de côté un terrain à ton nom. Avec une note. Donnez-lui des racines. Elle saura quoi construire. J'y suis allée cet après-midi-là. Un champ ouvert, envahi par les fleurs sauvages et une cabane en ruine. Mais pour moi, c'était une terre sacrée. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Quelques mois plus tard, nous avons ouvert le Lily Center, nommé d'après la petite fille qui m'a rappelé ce que signifiait être vue. Une deuxième branche de l'atelier de vie. Plus grand. Plus grand. Plus lumineux. Construit sur le terrain que ma mère m'a laissé. Et la cérémonie d'ouverture a attiré une foule nombreuse, dont Lily et sa mère, des représentants de la ville et mes parents. Ils se tenaient à l'arrière. Silencieux. Ils regardaient. Je me suis dirigée vers le micro, le cœur battant. J'ai été jetée par les personnes qui auraient dû me protéger, mais j'ai été élevée dans la gentillesse. Par la vérité. Et aujourd'hui, je suis ici parce que j'ai choisi de ne pas rester brisée. Puis j'ai regardé mon grand-père. Il était rayonnant. Les yeux pleins de larmes. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je dit. Il s'agit d'un héritage. Et alors que la foule applaudissait, j'ai vu mes parents applaudir à leur tour. Pas par fierté, mais par respect. Ils me voyaient enfin. Non pas comme une honte, mais comme une lumière dont ils ne savaient pas qu'ils avaient besoin.